Hello à toutes et à tous, mes chers investisseurs CLF pour ce point de marché, hein, donc un petit peu, peut-être un petit peu tardif, hein, puisque j'ai passé une semaine de vacances tranquillou en Normandie, hein, où j'ai bien pris l'air. Et du coup, bah, je suis rentré hier de vacances et le temps que je vois ce qui s'est passé un petit peu sur les marchés, et que je fasse mon analyse, voilà, vous avez cette vidéo que, aujourd'hui, le 30 avril ou le 1er mai en fonction de l'heure, à laquelle vous la visionnez. Alors, bon, il s'est passé pas mal de choses, hein, cette semaine, enfin la semaine, durant ma semaine de vacances. Néanmoins, je tiens à faire le focus sur l'euro. Alors personne ne parle beaucoup de l'euro, à part certaines presses spécialisées. Moi, c'est un petit peu ce qui m'a marqué, hein, durant cette semaine, c'est la chute de l'euro contre le dollar, mais pas que. Et ça, c'est ce qui rend pour moi les choses assez problématiques. Alors les autres marchés ont bougé, hein, les matières premières, les obligations, les taux, les actions. Mais ce qui a été vraiment l'événement pour moi le plus marquant cette semaine, ça a été la grosse baisse de l'euro. Et ça va avoir un impact, ça peut avoir des impacts énormes, pas seulement sur évidemment les traders sur le forex, mais également sur votre pouvoir d'achat. Et ça malheureusement, et je le regrette, hein, aucun média n'en parle, mais ça peut avoir un impact énorme sur notre vie de tous les jours. Alors je vais un petit peu vous expliquer pourquoi au travers de ce point de marché. Alors je rappelle, hein, les disclaimers, hein, qui sont toujours, qui n'ont pas changé, hein. Alors je commence comme d'habitude, hein, ce point de marché par l'actualité géopolitique, économique et sanitaire. Alors, sur le plan géopolitique, bah, on a toujours, hein, la poursuite de la crise, enfin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec les Russes qui se concentrent sur le Donbass et les Occidentaux qui commencent à s'impliquer de plus en plus dans ce conflit, notamment via la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine, hein. Donc quand je dis armes lourdes, ce sont aussi des armes offensives destinées à faire le plus de dégâts possible chez les Russes. Et ça peut avoir un impact important sur le long terme, parce qu'on risque vraiment d'avoir un conflit, qui pourrait, réellement, s'enliser. Alors un autre événement que les médias n'ont pas beaucoup, parlé, ce sont les îles Salomon, hein, qui est traditionnellement un allié, des États-Unis, qui souhaitent, faire un partenariat, avec la Chine, y compris militaire. Et là, changement de ton, hein, les États-Unis menacent clairement, les îles Salomon, hein, qui est un État souverain, hein, comme l'Ukraine, de représailles. Donc on voit un peu, hein, c'est intéressant, hein, on va dire ce 2 poids 2 mesures, hein, avec d'un côté, les Russes qui envahissent l'Ukraine, parce qu'ils accusent l'Ukraine d'être trop, pro-occidentale, pro-OTAN. Les Russes envahissent l'Ukraine, et là, condamnation évidemment, très, très forte des, Américains et des Occidentaux, qui est justifiée, hein. Un pays n'a aucun droit d'envahir un autre. Et de l'autre, on a les îles Salomon qui souhaitent un petit peu se rapprocher de la Chine, un peu comme l'Ukraine avec les Occidentaux. Et là, pour le coup, les États-Unis haussent le ton, très, très clairement. Mais là, pour le coup, on n'a pas, voilà, c'est pas très, très médiatisé, hein. Là encore, hein, j'ai vu ça dans la presse, spécialisée, en creusant un petit peu. Mais là, nos médias n'en parlent pas énormément. Donc c'est un petit peu ça, moi, quelque part, qui me dérange. C'est pas tant le fait que l'on soutienne l'Ukraine par rapport à l'agression russe, parce qu'il s'agit d'une agression, c'est le fait de choisir, de manière arbitraire, quels pays peuvent être menacés, voire même envahis, et quels autres pays ne doivent surtout pas être envahis. C'est un petit peu ça qui me dérange, et ça peut aussi avoir énormément de conséquences économiques, comme bah, je vais vous le présenter tout à l'heure. Alors deuxième gros point, c'est l'actualité macroéconomique. L'inflation continue d'augmenter. L'indice des prix des dépenses de consommation
personnel a augmenté de 0,9% en mars, la plus forte hausse depuis 2005, après avoir déjà augmenté de 0,5% en février. Alors si on prend du recul, au cours des 12 mois écoulés, donc jusqu'en mars, l'indice des prix PCE a augmenté de 6,6%. Il s'agit de la plus forte hausse annuelle depuis 1982. Donc là, on a vraiment des niveaux d'inflation qui commencent réellement à atteindre des sommets jamais vus depuis 40 ans. Ça, c'est vraiment énorme. Donc les discours de Madame Lagarde qui affirme ne pas voir d'inflation, bah, ça commence à devenir de plus en plus, enfin sa position commence à devenir de plus en plus insoutenable. Et ça, on va le voir justement tout à l'heure avec la conséquence sur l'euro. Alors deuxième fait marquant cette semaine, on a eu une baisse surprise du PIB américain. Donc la croissance américaine a reculé de 1,4% en rythme annualisé sur le premier trimestre 2022. Et ça, c'était tout à fait inattendu, donc je rappelle, les États-Unis se vantaient d'avoir une croissance soutenue, avec de l'inflation certes, mais qui accompagne une croissance soutenue. Et là, grosse surprise, on a le PIB américain qui enregistre une baisse au premier trimestre 2022. Alors, il est un peu tôt encore pour parler de récession, puisqu'une récession se définit techniquement par 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, mais, on a quand même un sérieux signal d'alarme. Donc, on a une inflation au plus haut depuis le début des années 80. On a eu une première baisse surprise du PIB américain. Et ça, si jamais ces chiffres devaient être confirmés au deuxième trimestre, on serait ni plus ni moins dans un scénario cette fois-ci officiel de stagflation. Inflation forte avec une croissance atone. Et ça aussi, ça peut avoir des conséquences importantes. Alors l'actualité microéconomique qui a plutôt été bonne en tout début de semaine, mais qui s'est tout de suite retournée avec notamment Amazon qui a plongé de 14,05% après avoir fait état d'une perte et des prévisions jugées préoccupantes. Pareil pour Apple qui a perdu un peu moins de 4%, là encore après avoir émis des doutes sur les perspectives de croissance de la société. Donc là, c'est un point assez, on va dire, assez inquiétant parce que on a quelque part, on a une macroéconomie qui depuis déjà quelques semaines, quelques mois, nous envoie des signaux inquiétants avec une remontée structurelle de l'inflation. Mais là, cette semaine, on a eu 2 signaux inquiétants. C'est la contraction surprise du PIB américain, d'un point de vue macroéconomie, et d'un point de vue microéconomie, on a eu des profit warnings, des alertes, des avertissements sur résultats qui ont été émis par de grands noms quand même, des GAFA, Amazon et Apple. Alors l'actualité monétaire, évidemment, la BCE continue à traîner des pieds pour remonter ses taux, ce qui ajoute de l'inflation à l'inflation via l'érosion du taux de change de l'euro par rapport au dollar, mais pas que. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. L'actualité sanitaire, la crise du Covid, euh, a priori semble être circonscrite à la Chine. A priori, il n'y a pas d'autres pays qui vont annoncer des mesures de confinement, à part la Chine. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, ça c'est plutôt positif, même si le fait que la Chine se confine, ça peut aussi annoncer des pénuries, notamment des pénuries de semi-conducteurs. Et enfin, je termine l'actualité par l'actualité politique avec l'élection triomphale, mais sans surprise, d'Emmanuel Macron avec un score de 59% contre 41% pour Marine Le Pen. Donc ça c'est quelque chose que j'avais, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a déjà deux semaines, dès la qualification d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen pour le second tour, les sondages mettaient du 49 Le Pen, 51 Macron. Moi, dès le début, j'y croyais pas vraiment. Moi, je croyais plutôt à un score proche du 60-40 que du 50-50, on va dire. Pourquoi? Parce que
le fait d'afficher un sondage serré, pour moi, c'était une stratégie, d'Emmanuel Macron pour mobiliser sa base contre le «péril», entre guillemets, le péril, de l'extrême droite, et je mets tout ça entre guillemets, bien évidemment. C'était une stratégie pour pousser les électeurs traditionnellement acquis à Emmanuel Macron à voter en masse au deuxième tour pour assurer la victoire de son candidat. Et effectivement, beaucoup d'électeurs, en voyant que les sondages affichaient des scores assez serrés, se sont, on va dire, se sont rendus aux urnes pour faire barrage à Marine Le Pen et faire passer Emmanuel Macron, qui a été élu avec quand même une confortable avance. Voilà un petit peu pour cette actualité, qui a été quand même assez chargée, hein, donc il m'a fallu un petit peu du temps à mon retour de vacances pour compiler tout ça. Passons maintenant aux conséquences sur les marchés financiers. Alors sur les obligations, les taux, les OAT, françaises ont franchi la barre des 1,40 en fin de semaine. Alors on a eu, une accalmie, en début de semaine, hein. Les taux français se sont repliés, en début de semaine, hein. On a même réussi à descendre en dessous des 1 vers 1,20, 1,25 en tout début de semaine, hein, suite à l'élection, la réélection, d'Emmanuel Macron. Donc là, les marchés ont poussé un grand ouf, on va dire, de soulagement, et ça, il y avait une opportunité de faire quelque chose, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, hein. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Mais évidemment, très, très vite, hein, au fur et à mesure que la semaine, hein, qu'on a digéré, la réélection, d'Emmanuel Macron, les taux français se sont à nouveau, tendus, et pour refranchir la barre des 1,40. Alors attention, là je vous mets un graphique de long terme, un graphique qui remonte à 2003, sur l'évolution des taux français. Donc là on arrive à un niveau charnière, hein. On va arriver à un niveau au niveau des 1,50, taux français, taux 10 ans français à 1,5. Attention, si ce niveau est franchi, hein, on le voit, il n'y aura plus beaucoup de résistance avant le prochain niveau est à 2, puis 2,5. Donc on a vraiment, si jamais le seuil des 1,50 est cassé, on a quasiment plus de résistance avant le niveau des 2 ou des 2,5. Ce qui évidemment nous amènerait évidemment au niveau, où étaient les taux dans les années, 2010. Mais même aujourd'hui, à un moment où je vous parle, les taux français, le taux 10 ans français arrive à des niveaux que l'on n'a jamais plus vus depuis 2013. Et ça, c'est assez inquiétant. Alors 2013, vous allez me dire: «Oh, c'est 9 ans, c'est rien». Les taux français reviennent à leur niveau d'il y a 9 ans. Oui, mais regardez le graphique à droite. En 2013, la dette française, la dette française était de 2 000 milliards d'euros. 2 000 milliards d'euros, on était encore à peu près, hein, si mes souvenirs sont bons, à 90% du PIB. Aujourd'hui, on est à 2 800 milliards d'euros, soit 116,2, voire même 120% du PIB français. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant. En fait, quand on regarde la dette, il y a 2 composantes à regarder. C'est un peu comme la bombe et le détonateur. Vous avez d'un côté le poids de la dette par rapport à la richesse que produit un pays. C'est le ratio dette sur PIB qui aujourd'hui atteint 120%. C'est énorme, 2 800 milliards d'euros de dette. Et à côté, pour que cette dette soit problématique, il faut qu'on ait des taux d'intérêt qui s'envolent, qui montent. Or là, aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous mets ces 2 graphiques, c'est assez inquiétant. On a un niveau de dette française qui est à des niveaux records, 120% du PIB, 2 800 milliards d'euros. On approche les 3 000 milliards, d'euros de dette de la France, et à côté de ça, on a des niveaux de taux d'intérêt, donc le taux de cette dette française qui qui a monté en flèche et qui revient au niveau où il était dans les années 2013-2014. Et c'est cette combinaison des deux, dette explosive et taux d'intérêt de cette dette en hausse, qui peut, qui pour moi,
pourrait devenir problématique dans les prochaines semaines, prochains mois ou prochaines années. À mon avis, ça n'attendra pas des années. A priori, il va falloir faire quelque chose, hein, soit et là je je vais faire des suppositions, hein, soit la dette, le gouvernement fait tout pour réduire la dette de l'État, parce que les taux d'intérêt ont augmenté et que la charge de la dette devient de plus en plus forte. Et là, réduire la dette publique de la France, ça nécessite de faire voter un budget d'austérité comme on n'en a jamais vu. Donc, c'est-à-dire gel des salaires des fonctionnaires, on supprime des services publics, on augmente les impôts, on repousse l'âge de départ à la retraite, on baisse les pensions des retraités. Alors peut-être pas de manière nominale, mais on augmente la CSG par exemple sur les retraités et les cotisations sociales sur les salariés et les cotisations patronales sur les chefs d'entreprise. Donc soit on baisse on baisse la dette via des mesures de rigueur, des mesures d'austérité comme on n'en a jamais vu. D'ailleurs certains alertent, hein, certains euh, mettent en garde contre ce risque, notamment Pierre Jovanovic, hein, qui en parle dans ses interventions. Première solution. Deuxième solution, soit on freine la hausse des taux, on voit que les taux continuent à augmenter, on freine la hausse des taux via une poursuite de la planche à billets, hein. Christine Lagarde décide de fermer les yeux sur l'inflation et de relancer la planche à billets sans monter les taux. Et là, évidemment, la stratégie, ça serait finalement de noyer la dette, de faire éroder la dette par de l'inflation. Alors, on est déjà à des niveaux d'inflation assez élevés, mais ça sous-entendrait d'avoir cette fois-ci des niveaux d'inflation qui seraient à deux chiffres, hein. Soyons, lâchons le mot, ça serait d'accepter que les Français vivent avec une inflation supérieure à 10% par an. Donc, c'est ça qui est assez inquiétant, hein. Moi, je ne vois pas d'autres solutions. Première solution, on accepte des taux à 1,4, 1,5, voire 2%, mais pour accepter ces niveaux de taux, on réduit la dette de la France, on essaye d'avoir des budgets à l'équilibre, et là, du coup, on passe en mode austérité. Soit on essaye de garder le train de vie de l'État tel qu'il est actuellement, et là, pas le choix, on laisse filer l'inflation. Ce sont les deux solutions. Je ne sais pas vers quoi la balance va pencher, mais ce sont un petit peu les deux solutions que je vois. Alors maintenant, on va passer sur le marché d'échange, hein, le Forex, et là, je vais m'attarder sur ce qui se passe sur l'euro. Alors, les médias n'en parlent pas beaucoup, mais l'euro arrive à des niveaux stratégiques, hein. Là, je vous sors un graphique qui remonte aux années 90, hein, donc avant même la naissance de l'euro. Et là, regardez où est le niveau de l'euro. On est à 1,05. On tutoie la zone des 1,5, qui est un support énorme, qui est un support qui avait déjà été testé avec succès dans les années 2015, 2016, 2017 et au début de l'année 2020, lorsqu'il y a eu la déflagration de la crise du Covid avec le premier confinement, les investisseurs se sont rués vers le dollar, hein, parce qu'évidemment, quand on a peur de l'avenir, on achète du dollar, hein, qui est un petit peu la valeur refuge par excellence, hein. Quoi qu'on puisse dire des États-Unis, le dollar reste une valeur refuge. Et donc, du coup, l'euro a testé les 1,05 dollars contre 1 euro avant de remonter à 1,22, 1,23 pour buter, hein, sur ce canal, hein, sur cette ligne rose qui date des années 2005-2010 avant de rechuter euh, d'abord lentement et rapidement depuis notamment le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc là, on arrive à des niveaux, hein, des seuils qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment surveiller de très très près, hein. On a un seuil technique, hein, qui est très important, qui est le niveau des 1,04, 1,5 dollars pour 1 euro. Si jamais on casse ce seuil, l'euro
pourrait chuter beaucoup plus fortement, d'abord vers 1 dollar pour 1 euro, hein, le seuil de la parité, hein, qui est un seuil symbolique, puis vers le niveau des 0,80, 0,85 dollars pour 1 euro. Et ça, j'en parle parce que ça peut avoir des conséquences inimaginables sur notre pouvoir d'achat. Donc c'est un graphique très important que je surveille encore plus que les actions. Alors en général, je surveille plus ce qui se passe sur les marchés actions, parce que, bah, j'ai une partie de mon portefeuille boursier qui est investi sur les actions. Mais en ce moment, je vous incite à surveiller de très, très près l'évolution, de l'euro parce que ça peut devenir très vite problématique pour notre vie de tous les jours. Alors, ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que l'euro est aussi à des plus bas historiques face au franc suisse, hein. Regardez sur le graphique, hein, face au franc suisse, on arrive quasiment à la parité entre l'euro et le franc suisse, des niveaux, là encore, qu'on n'a jamais plus vus au début des années 2010, hein, en 2012. En 2015, lorsque la Banque de Suisse a arrêté de soutenir, a arrêté d'empêcher le franc suisse de trop s'apprécier par rapport à l'euro, hein, parce que lorsque le franc suisse devient trop fort, c'est pas forcément bon pour les exportateurs suisses. Donc la Banque de Suisse avait dû lâcher ce qu'on appelle le PEG par rapport à l'euro. Et aujourd'hui, regardez, on est à 1,02. Donc on est à des niveaux de faiblesse de l'euro par rapport au franc suisse qu'on n'a jamais vu depuis plus de 10 ans. Et attention, si on casse ce niveau là encore des 1 franc suisse contre 1 euro, on pourrait très très bien aller perdre facilement 10, 15 ou 20% en plus. Donc ça c'est contre le franc suisse, contre la livre sterling. Alors oui, vous savez, hein, nos dirigeants nous promettaient l'apocalypse pour les Britanniques si jamais ils devaient sortir de l'Union européenne, le fameux Brexit. Et ben, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? L'euro revient à des plus bas niveaux contre la livre sterling, hein. Avec 1 euro, on peut acheter 0,84 livres sterling. On est à des niveaux jamais vus depuis les années 2015-2016, donc avant le Brexit. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avant le Brexit, l'euro l'euro était à peu près autour de 0,80, 0,85 livres sterling pour 1 euro. Ensuite, il y a le Brexit. Et là, on a effectivement des mouvements de panique, hein, sur la livre sterling. La livre sterling qui chute par rapport à l'euro, hein, l'euro qui s'apprécie par rapport à la livre sterling jusqu'à atteindre 0,95 livres sterling pour 1 euro. Et là, notamment depuis le début de la crise entre la Russie et l'Ukraine, l'euro revient à ses niveaux d'avant Brexit. Donc là encore, on n'arrête pas de dire attention, les Anglais vont connaître des situations de crise innommables. Ben, force est de constater que l'euro atteint des niveaux de faiblesse contre la livre sterling qui n'ont plus été vus depuis plus de 5 ans. Donc, donc je rappelle, on a des niveaux de faiblesse de l'euro face au dollar qu'on n'a plus revus depuis depuis le début des années 2000, hein, depuis 2003. On a des niveaux historiques de faiblesse de l'euro face au franc suisse qu'on n'a jamais vu à part au milieu des années 2010 et, puis voilà, hein, au milieu des années 2010. On a des niveaux de faiblesse de l'euro face à la livre sterling qu'on n'a jamais vu depuis l'annonce du Brexit. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Regardez, alors ça c'est un graphique qui me marque. Ça, c'est l'évolution de l'euro contre le rouble, contre la devise russe, hein. Vous savez, l'économie russe que Bruno Le Maire nous avait promis qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Bah, regardez, donc ça c'est l'évolution de l'euro contre le rouble. Donc plus l'euro monte, plus la devise russe est faible et plus
alors là je vais mettre des guillemets, hein, plus relativement à l'économie russe, l'économie européenne est forte. Donc là, qu'est-ce qu'on observe, hein? Qu'on a une relative stabilité entre l'euro et le rouble autour de 85 roubles pour 1 euro. Fin février, la Russie envahit l'Ukraine, le rouble s'effondre, hein, l'euro s'envole par rapport au rouble, hein. C'est la période où Bruno Le Maire nous disait qu'il allait mettre l'économie russe à genoux, qu'il allait faire en sorte que l'économie russe ne se relève pas, qu'il y ait une crise en Russie comme on n'en a jamais vu. Hein. Donc il a menacé d'atomiser la Russie, enfin de l'atomiser économiquement. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on observe, hein, depuis la mi-mars, on voit progressivement le rouble qui s'apprécie face à l'euro et on voit que l'appréciation du rouble par rapport à l'euro s'est accélérée durant ces 2 dernières semaines, notamment suite à la décision de Vladimir Poutine d'arrimer le rouble alors en exigeant de la part des clients, notamment la France, l'Allemagne, enfin de tous les clients, qu'ils achètent le gaz et le pétrole russe non plus en dollars, mais en roubles. Et ça, en fait, le problème, c'est que le rouble, bah, on en trouve pas beaucoup. Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme les Européens, alors pas trop les Américains, mais surtout les Européens ont besoin de l'énergie russe, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont alors c'est un peu technique, hein, ils vont essayer d'ouvrir des comptes auprès de banques russes. Ils vont acheter leur rouble officiel, leur rouble, leur énergie officiellement en euros, mais via ce qu'on appelle des mécanismes, hein, des produits dérivés, hein, des mécanismes de swap entre les banques russes et les banques européennes. Et ce mécanisme swap permet de convertir immédiatement les achats en euros de l'euro vers le rouble. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, cette décision de Vladimir Poutine va entraîner une très forte demande pour le rouble de la part des Européens pour continuer à acheter leur énergie dont ils ont clairement besoin. Et c'est ce qui explique pourquoi on a une accélération de la hausse du rouble par rapport à l'euro. Et ça, moi, quelque part, ça me met... alors c'est un peu, là, je vais faire un peu un moment, on va dire, d'opinion personnelle. Ça me met un peu en colère. Non pas du fait qu'on on soutienne l'Ukraine, hein, c'est pas la question, elle n'est pour moi, elle n'est pas là. Il y a clairement eu une agression de l'Ukraine par la Russie. Hein. Pour moi, il y a pas photo. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que les dirigeants ne nous disent pas tout. Ils ne nous disent pas tout. On a un Bruno Le Maire qui est là, qui ose qui roule des mécaniques en disant que l'on va atomiser l'économie russe. Je ne dis pas que les sanctions que l'on fait n'ont pas de conséquences, hein, sur l'économie russe, hein. Je pense que les Russes doivent souffrir, hein, clairement. Par contre, moi, là où j'en veux à nos dirigeants, c'est qu'ils ne nous disent pas les conséquences aussi que ça va avoir pour nous. Parce que forcément, on prend des sanctions contre la Russie, mais évidemment, il va y avoir des représailles des Russes. Hein. Les Russes, ils vont pas croiser les bras à attendre que ça se passe. Ils vont forcément réagir en prenant des contre-mesures, notamment en coupant le prix, enfin en coupant le gaz et le pétrole à toutes les transactions qui ne sont pas faites en roubles. Et là, on voit la conséquence, c'est l'euro qui s'effondre par rapport au rouble russe. Et c'est ça un petit peu moi qui m'exaspère, c'est ce manque de franchise de la part de nos dirigeants par rapport aux conséquences que va avoir notre soutien à l'Ukraine, les conséquences que cela va avoir sur notre vie de tous les jours. Et c'est ça que j'aurais aimé que nos dirigeants, que ce soit Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire, nous expliquent. Et ça, cette baisse de l'euro, elle va avoir des conséquences énormes. Hein. Moi, je me suis amusé un peu, hein, je suis plutôt financier à la base, hein, donc les calculs Excel, je sais faire. Et donc du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis amusé un peu à regarder comment pourrait évoluer le prix de l'essence
et comment pourrait évoluer le budget d'un ménage, hein, de la classe moyenne, si l'euro se mettait, continuait à baisser par rapport au dollar. Et vous allez voir, c'est malheureusement pas gai du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le baril du pétrole à 100, hein. Aujourd'hui, le pétrole, il est autour de 100 le baril. Et toutes choses étant égales par ailleurs, j'ai fait évoluer l'euro par rapport au dollar. Voilà, donc j'ai fait évoluer l'euro, hein. Et là, le résultat, le graphique est assez inquiétant. Aujourd'hui, on est à à peu près 1,06 pour 1 euro. Le baril est autour de 100 le baril. Le prix du litre d'essence, hein, que vous payez à la pompe, il est à peu près de 2 euros le litre. Alors, un peu moins aujourd'hui, on est à 1,80, 1,85 parce que le gouvernement accorde une remise, hein, depuis le 1er avril, une remise aux automobilistes de 15 à 20 centimes. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Ça ne va pas, c'est transitoire. Là, il y a eu les élections présidentielles, il va y avoir les élections législatives en juin, mais on imagine mal le gouvernement continuer à faire des cadeaux comme ça aux automobilistes parce que ça grève le budget de l'État. L'État a besoin des taxes sur l'essence pour pouvoir assurer son train de vie. Vous savez, enfin, on ne peut pas déshabiller Pierre, enfin, on peut pas habiller Pierre sans déshabiller Paul. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis une rustine, le gouvernement a mis une rustine avec, avec un cadeau de 15 centimes le litre d'essence, mais sans ce cadeau-là, aujourd'hui, avec un euro à 1,06 et un baril à 100 $, le prix du litre d'essence, il est à 2 euros le litre. Et si jamais l'euro devait baisser par rapport au dollar, ce qui risque d'arriver si on casse la zone des 1,04, 1,05 dollars pour 1 euro, et ben qu'est-ce qui va arriver? Regardez, hein, voyez, si jamais l'euro tombe à 0,80 pour 1 euro, toutes choses étant égales par ailleurs, hein, si rien ne bouge, on aurait un prix du litre d'essence qui irait tout droit à 2,60 euros par litre d'essence. C'est tout simplement énorme et ça peut arriver, hein. Je vous rappelle le graphique de l'euro-dollar, hein. Regardez l'euro-dollar, 1,05. En 2002, en 2002, l'euro-dollar était déjà tombé à 80 centimes de dollars pour 1 euro. Donc ça peut très très bien, on peut très très bien revenir à ces niveaux-là, sauf qu'à l'époque, le baril était à 30 $ le baril. Aujourd'hui, on est à 100 $ le baril. Donc on peut très très bien avoir une combinaison d'un baril à 100 $, voire plus, si la crise en Ukraine s'envenime, un euro qui tombe sous la parité, donc sous le seuil de 1 $ pour 1 euro, et là, on aurait, hein, le prix de l'essence à la pompe qui exploserait, qui irait carrément à 2,60 euros par litre d'essence. Et je me suis amusé à simuler ce que ça donnerait sur le budget d'un ménage. Alors j'ai pris un ménage, hein, de la classe moyenne, ici, hein, Jean-Jacques et Marie-Hélène, hein, bon, j'ai pris des noms un peu au hasard, hein, qui gagnent chacun 1900 euros par mois. Là, vous avez leurs dépenses, hein. Alors, quand je dis 1900 euros par mois, c'est net avant impôt, hein. Donc, c'est avant l'impôt à la source. 1900 euros par mois, donc à peu près 2200 euros bruts par mois. Là, j'ai mis leurs dépenses contraintes, les dépenses de confort et les revenus passifs, hein. Ils ont quelques placements, des livrets A, etc. Alors, ça, c'est la photo de notre ménage en 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes. Souvenez-vous, en 2018, les Gilets jaunes descendent, manifestent à Paris. Il y a notamment, hein, ces photos, hein, de violence, etc. À l'époque, on avait le prix de l'essence qui était à peu près 1,50 € le litre. Notre ménage, hein, qui gagne 1900 euros chacun, hein, avec ses dépenses, etc., pouvait se permettre de dépenser à peu près 500 euros par mois de cadeaux, de voyages, de restaurants,
d'alcool, de tabac, hein. Même l'alcool, le tabac, les apéros que l'on prend un peu en famille, je les ai mis dans les dépenses de confort. Peuvent se permettre de dépenser 500 € par mois et il lui reste, pour finir le mois, chaque mois, 172 €. Donc ça, c'était la situation au moment de la crise des gilets jaunes, hein. Donc vous voyez, un ménage moyen, 1 900 € chacun, bon, il s'en sortait. Et pourtant, on avait déjà eu en 2018 la crise des gilets jaunes. Maintenant, voilà la situation actuelle. Alors actuellement, on a un prix de l'essence à 1,80 € le litre. On a un baril de pétrole à 100 $ et un euro à 1,06. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, bah, notre ménage, bah, il lui reste quasiment rien à vivre. Il finit le mois à sec, mais, il peut quand même dépenser à peu près 350, 400 € par mois de confort. Quand je parle de confort, hein, vraiment, là encore, je rappelle, hein, les voyages, les restos, les cadeaux que l'on fait aux enfants, aux parents, aux grands-parents, aux conjoints, le tabac, l'alcool, etc. Mais il a quand même dû, aujourd'hui, réduire son train de vie de 40% par rapport à 2018 où il y avait déjà la crise des gilets jaunes. Donc aujourd'hui, le système, ça tient encore, hein, parce que les gens arrivent quand même à boucler leur fin de mois en rognant sur leurs dépenses de confort. Et c'est vrai que moi, j'ai été en Normandie en vacances, euh, et j'ai pu observer que finalement, il n'y avait pas tant de monde que ça au restaurant. Il y a quand même, on sent que les gens font plus attention à leurs dépenses de loisirs. Mais c'est pas encore la cata. Les gens peuvent quand même se faire plaisir. C'est pas encore la fin du monde. Mais là, on est encore aujourd'hui avec un euro qui vaut 1,06 $. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, après les législatives, quand le gouvernement va devoir euh, arrêter ce cadeau de 15 centimes, 15 à 20 centimes d'euros par litre d'essence. Donc là, on supprime les aides du gouvernement. Donc ça nous amène à peu près à juillet, au mois de juillet. Le litre, si rien ne change, le litre va revenir à 2 € le litre, hein. On va revenir à 2 € par litre à la pompe. Évidemment, les prix de l'énergie, des matières premières alimentaires va aussi augmenter. Et là, on voit, donc là, j'ai fait évoluer le budget de notre ménage. Évidemment, les dépenses énergétiques augmentent, les dépenses liées au transport augmentent, la vie courante, alimentation, vêtements, ça augmente également. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le ménage arrive encore à finir les fins de mois, mais en réduisant de 80% toutes les dépenses, on va dire, de confort. Les sorties au resto, le tabac, l'alcool, les voyages, les cadeaux, etc. On arrive quand même à s'en sortir, mais ça devient de plus en plus difficile. Qu'est-ce qui se passe maintenant? L'euro arrive à la parité avec le dollar. L'euro baisse, donc on supprime les aides au gouvernement. Le pétrole reste à 100 $ le baril et l'euro baisse à 1 $ pour 1 euro. On arrive à la parité. Et là, le tableau est assez effrayant. Donc on perd juste 5 centimes. L'euro perd juste 5 centimes, 6 centimes par rapport au dollar. Là, tout de suite, on a de l'inflation importée, hein. Je vous rappelle, hein, le maïs, le blé, le pétrole, le gaz, on le paye en dollars ou en roubles. On ne le paye pas en euros. Donc si l'euro perd 5 à 6% par rapport au dollar, on arrive à la parité, 1 $ pour 1 euro. Le prix de l'essence montera à 2,13 € le litre, ce qui va entraîner évidemment une hausse des dépenses énergétiques pour se chauffer, des dépenses liées au transport et de la vie courante, hein, se nourrir et s'habiller. Notre ménage, évidemment, il est obligé de sacrifier son train de vie, hein. Il fait plus de dépenses, de cadeaux, des restaurants, des voyages, et il lui reste 3 € à la fin du mois. Donc là, vous voyez, on arrive vraiment au point de rupture. 1 $ pour 1 euro, on arrive vraiment à un niveau où les ménages sont vraiment, vraiment ric-rac. Et là, si jamais je pousse le bouchon, si jamais le scénario que je vous ai décrit, c'est-à-dire une chute de l'euro
en dessous de la parité avec un euro qui revient à ses niveaux où il était dans les années 2002, donc c'est-à-dire 80 centimes de dollars, 85 centimes de dollars. Là, le prix de l'essence s'envole à 2,55 euros le litre. On a les dépenses énergétiques qui s'envolent, les dépenses liées au transport qui montent et les dépenses liées à la vie courante, hein, se nourrir, se vêtir, etc., explosent à 1800 euros par mois. Et là, on voit, c'est dramatique, même en sacrifiant toutes les dépenses de confort, hein, les restaurants, les sorties, les voyages, les apéros, etc., eh ben, le ménage, chaque mois, termine à découvert de 500 euros. À la fin de chaque mois, le ménage finit à découvert de 500 euros. C'est énorme. C'est-à-dire que chaque mois, le ménage va devoir taper dans sa cagnotte, hein. S'il a, par exemple, 5000 euros sur le livret A, eh ben, à la fin de chaque mois, le ménage va devoir puiser 500 euros de son livret A pour pouvoir ne serait-ce que survivre, hein. On parle même pas de se faire plaisir en sortie en voyage, juste supporter les dépenses du quotidien. Et ça, c'est mathématique, hein. Là, j'ai rien inventé, hein. C'est pas Nostradamus, hein. Voilà, je prends mes chiffres, je fais évoluer le prix du pétrole, j'enlève les aides du gouvernement, je fais évoluer le cours de l'euro-dollar. Bon, les salaires, ils n'ont pas énormément évolué, hein. Les salaires vont pas exploser à la hausse pour suivre l'inflation. Bah, ça vous donne 500 euros par mois de découvert pour un ménage qui gagne chacun 1900 euros par mois net avant impôt. Et donc ça, c'est quand même assez inquiétant. Et moi, ce qui me met en colère, en fait, ce qui vraiment me met de mauvais poil, de mauvaise humeur, euh, là encore, c'est pas tant le fait que l'on aide les Ukrainiens, c'est cette lâcheté de nos dirigeants qui ne nous informent pas des conséquences que tout ce que nous sommes en train de faire contre la Russie, bah, cela va avoir sur les ménages. Et c'est ça un peu, moi c'est ça qui m'énerve. Je dis pas qu'il faut pas aider l'Ukraine. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Un pays A agresse un pays B. Donc forcément, lorsqu'on agresse un pays, c'est la Russie agresse l'Ukraine, c'est une violation du droit international. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais je dis juste que nos dirigeants, Bruno Le Maire en tête, ne disent pas les conséquences que du fait d'aider les Ukrainiens et de sanctionner les Russes va avoir sur notre pouvoir d'achat. Et les conséquences sur notre pouvoir d'achat, bah c'est ça. C'est avant la crise en Ukraine, un ménage arrivait à mettre à peu près 100, une centaine d'euros par mois, entre 100 et 200 euros par mois de côté et pouvait voyager, aller au restaurant, etc. Si on continue dans cette voie en sanctionnant toujours plus la Russie, bah notre ménage de la classe moyenne ne peut plus se faire plaisir et termine le mois avec un découvert de 500 euros chaque mois. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que Bruno Le Maire, nos dirigeants, ne nous disent pas toutes les conséquences que ça peut avoir sur nous. Et là, ça me rappelle un petit peu une maxime, hein. Les temps, les temps difficiles créent des dirigeants forts, les dirigeants forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des dirigeants faibles, et les dirigeants faibles nous amènent à des temps difficiles. Et au moment où je vous parle, on est un petit peu dans cette situation où on a des dirigeants faibles qui vont nous amener à des situations difficiles, notamment par la lâcheté. Non pas la lâcheté de d'aider l'Ukraine contre la Russie, c'est pas ça la lâcheté. La lâcheté, c'est de ne pas préparer l'opinion européenne sur le fait que le fait d'aider l'Ukraine va nous amener à devoir passer des moments très 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 douloureux, très 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 difficiles. Et c'est ça la différence entre un Bruno Le Maire, un Emmanuel Macron et un Winston Churchill. Winston Churchill n'a jamais plié les Chines contre Hitler. Je rappelle que Hitler, après avoir envahi la Pologne, les pays du Nord, le Benelux et la France, Hitler
À ce moment-là, Hitler était prêt à se satisfaire, de tout ce qu'il a de toutes ses conquêtes, hein. Il avait un bel espace, on va dire, et il était prêt. Alors ça, on n'en parle pas beaucoup. Hitler avait tendu la main à Winston Churchill, à l'Angleterre, pour signer une paix, parce que les Allemands avaient considéré euh, ils avaient réussi à quelque part à laver l'affront du traité de Versailles en envahissant la France. À ce moment-là, donc au mois de juin, Hitler propose une paix à la Grande-Bretagne, et évidemment, vous connaissez la suite, hein, Winston Churchill a envoyé une fin de non-recevoir à Adolf Hitler en lui disant très très clairement que la paix, il pouvait se la mettre là où on le pense. Et le Royaume-Uni a décidé de continuer la guerre contre l'Allemagne, et s'est même offert le luxe d'aller même bombarder une ville allemande, hein. Je crois que c'était dans les années, en août-septembre 1940. Ils se sont permis d'aller même d'envoyer des bombardiers jusqu'en territoire allemand et bombarder l'Allemagne, ce qui évidemment a rendu Hitler fou furieux, et il a déclenché les bombardements de Londres, restés célèbres, hein, tristement célèbres, hein, puisqu'il y a eu énormément de morts dans la population civile britannique. Mais pourquoi le peuple britannique a soutenu Churchill? Parce que Churchill n'a pas raconté des bobards à sa population. Il n'a pas dit les nazis, on va se les faire, on va y aller la fleur au fusil, Hitler, on va lui griller sa moustache. Non, Winston Churchill a promis du sang et des larmes à son peuple. Il a clairement dit que les Britanniques allaient se battre derrière chaque champ, chaque plage, chaque maison, qu'il y aurait des morts, mais que jamais le Royaume-Uni ne se rendra face à l'Allemagne nazie, et que la seule issue possible de la guerre contre l'Allemagne, c'était la victoire des Alliés contre la dictature nazie. Et ça, Winston Churchill l'avait clairement dit. Il avait annoncé la couleur à son peuple. Et chaque fois que des quartiers anglais, britanniques, londoniens étaient détruits, les Anglais, le lendemain, allaient reprendre le chemin du travail. Ils avaient une maison détruite, la première chose que les Anglais faisaient à l'époque, ils allaient au travail, ils cherchaient même pas à réparer leur maison, ils allaient au boulot. Et on voyait Winston Churchill parader au milieu de ruines pour encourager, pour soutenir le moral des Anglais qui voyaient leur maison détruite, qui devaient enterrer leurs morts, parce que non seulement les maisons étaient détruites, mais il y avait des morts sous les décombres. Et Winston Churchill se baladait à découvert dans les rues de Londres pour soutenir sa population, tout en sans arrêt en avertissant les Anglais que le plus dur était à venir, qu'il y aurait du sang et des larmes. Voilà, c'est ça, et c'est ce qui fait la différence entre un Churchill et nos gouvernements, nos dirigeants actuels qui promettent que la Russie sera à genoux, à feu et à sang. Certes, hein, c'est possible, hein. La France, l'Angleterre, enfin, nos, nos pays sont des puissances quand même non négligeables. On peut infliger d'énormes dégâts à la Russie, hein, je ne dis pas le contraire, mais quel sera le prix à payer pour les populations et pour les classes moyennes européennes? Et c'est ça que moi, personnellement, j'attends d'un Bruno Le Maire ou d'une Ursula von der Leyen ou d'un Emmanuel Macron, qu'ils clairement, qu'ils annoncent à leur population le prix que nous autres, nous allons devoir payer pour aider l'Ukraine à se défendre contre l'invasion russe. Parce qu'il s'agit quand même d'une invasion. Et ça, malheureusement, nos dirigeants ne nous disent pas, nous disent pas tout. Et ça, c'est un risque parce que ça peut même être, pour moi, contre-productif. Parce que si on ne prévient pas les gens que les, euh, que les mesures que l'on prend contre la Russie pour, pour aider les Ukrainiens contre la Russie, si on ne prévient pas les gens que ça va avoir des conséquences difficiles pour nous, le jour où les gens vont se réveiller avec un prix du litre d'essence à 2,50 €, voire 3 € le litre,
que il va falloir acheter sa baguette de pain à 2 € ou 3 €, la baguette de pain, que je sais pas, le prix du ticket de métro, il sera à 3 ou 4 €, le ticket de métro, que le prix du timbre sera à 3 €. Bah, le jour où les gens vont se réveiller avec ces nouveaux prix, avec l'inflation liée à la baisse de l'euro, comme je vous ai montré, bah, la confiance vis-à-vis de nos dirigeants, elle va s'effondrer. Elle va littéralement s'effondrer. Et nos dirigeants, face à la colère populaire, risquent de devoir faire machine arrière et ne plus aider justement les Ukrainiens contre les Russes. Il est là le problème. Pour moi, le problème, il est là. Alors que si on propose, on annonce la couleur aux gens, on dit voilà, la Russie a envahi l'Ukraine, la Russie a commis un acte d'agression. On ne peut pas rester sans réagir, sans aider l'Ukraine, mais cela va avoir des conséquences très dures sur l'économie et sur la vie de tous les jours. Mais il faut tenir parce que Poutine, c'est le nouvel Hitler. Là encore, je ne dis pas que c'est vrai, je dis juste le message que devraient faire passer nos dirigeants pour être cohérents avec la politique qu'ils ont choisi d'adopter. Bah là, la population pourrait, soit elle n'est pas d'accord, elle dit non, non, nous, on n'est pas prêt à sacrifier notre train de vie pour l'Ukraine, ok, soit, ok, on a compris, message compris, on est prêt à sacrifier notre train de vie pour aider les Ukrainiens. Et c'est ça que nos dirigeants devraient faire. Un peu comme Winston Churchill avait dit aux Britanniques, c'est le prix du sang et des larmes pour tuer le nazisme, pour débarrasser l'Europe de l'immonde bête nazie qui l'a rongée. Mais ça, nos dirigeants, malheureusement, ils ne nous le font pas. Ils tapent sur les Russes, très bien, mais ils ne nous disent pas les conséquences que cela peut avoir sur nos économies. Alors pour les États-Unis, c'est autre chose parce que les Américains profitent quelque part de ce conflit parce que avec l'embargo et les sanctions contre les Russes, bah, cela permet aux Américains de pouvoir exporter leur gaz de schiste et leur pétrole de schiste. Hein. Rappelons-le que les Américains sont exportateurs nets d'énergie. Donc pour les Américains, finalement, les sanctions, elles sont assez neutres pour les États-Unis. Et d'ailleurs, on voit que le dollar ne cesse de se renforcer. Il y a deux monnaies qui ne font que monter depuis ces dernières semaines, c'est le dollar et le rouble. Et ça, c'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que une monnaie n'est rien d'autre que un instrument d'échange. Une monnaie, ça ne vaut rien. Un euro, un dollar, un rouble, ça ne vaut rien, c'est du papier. Ce qui vaut, c'est la promesse, la force d'une monnaie, c'est la promesse de pouvoir l'échanger contre des biens et des services. Et aujourd'hui, ce qui est rare, ce dont tout le monde s'arrache, c'est l'énergie. Et l'énergie, où est-ce qu'elle est? Le pétrole, le gaz, les matières premières alimentaires, où est-ce qu'elles sont? Elles sont aux États-Unis, elles sont en Russie, qu'on le veuille ou non. Et l'Europe, malheureusement, et notamment l'Europe occidentale, elle est exsangue, elle n'a quasiment pas d'énergie. Alors on a les Anglais qui ont du pétrole qu'ils exploitent en mer du Nord, ce qui permet à la livre sterling de, de tenir. Par contre, l'euro, la zone euro, n'a quasiment pas d'énergie. Alors on a un peu le nucléaire en France, mais pour relancer le nucléaire, il faut des années, voire des décennies. Mais on n'a quasiment pas d'énergie. Et on le voit très très bien au travers de l'évolution des prix des monnaies. On voit le rouble qui s'envole de manière spectaculaire, on voit le dollar qui s'apprécie, et on voit la devise européenne qui s'enfonce et chaque baisse de la devise européenne, c'est autant d'inflation importée que les classes moyennes vont devoir subir dans les prochaines semaines et prochains mois. Et c'est ça que nos dirigeants doivent nous dire. Et c'est pour ça que je suis un peu en colère que nos dirigeants ne nous disent pas tout ça. Et il n'y a pas de honte à dire la vérité. Churchill l'a fait. Roosevelt, lorsque Pearl Harbor a été attaqué par les Japonais, Roosevelt a fait un discours mémorable pour pousser la nation américaine à rentrer en guerre. Pareil quand l'Union soviétique a été envahie par les Allemands lors de l'opération Barbarossa déclenchée en juin 1941 par Hitler, Staline, là encore, hein, Staline, il a énormément de sang sur les mains, hein, je ne nie pas, mais Staline a fait un discours historique pour lancer les Russes, tous les Russes, dans la grande guerre patriotique,
là encore, hein, en promettant que ça allait être très dur, qu'il y aurait des morts, mais qu'au final, les Russes, la grandeur des Russes allait repousser les hordes nazies en dehors du territoire soviétique. Donc, vous voyez, hein, Staline, Churchill, Roosevelt ont tous tenu des discours de vérité à leur population. Et nos dirigeants, malheureusement, ne font pas ça. Et là, on voit, on reconnaît des dirigeants forts, Roosevelt, Churchill, et même malheureusement Staline, hein, qui a tué un nombre incalculable de personnes, mais ça reste un dirigeant fort. Et des dirigeants faibles, type Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, enfin, tout- toute, cette, euh, toute cette bande, qui malheureusement voilà, ne nous disent pas tout, n'osent pas tenir un langage de vérité aux yeux de leur population. Voilà. Donc je termine cette parenthèse assez importante parce que ça aura un impact, hein, tout ce que je vous dis là, les conséquences de la guerre contre la Russie, les sanctions, la baisse de l'euro, tout ça, c'est pas juste des courbes qui bougent, tout cela va avoir des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Alors voilà, bah, je termine un petit peu sur cette grosse partie forex, hein, marché d'échange, et je continue sur les autres marchés. Alors je vais aller assez vite, hein, maintenant, sur les actions. Alors ça a été une semaine assez difficile pour le CAC 40, hein, qui a un moment gagné quelques points à la faveur de l'élection d'Emmanuel Macron, mais qui a complètement qui a complètement reculé à la fin de la semaine, notamment suite au profit warning notamment de Amazon et Apple, aux chiffres alarmants de l'inflation qui arrive à des niveaux jamais vus depuis 40 ans, et à, euh, à la baisse surprise du PIB américain, qui évidemment laisse craindre un risque réel de stagflation. Alors voilà pour le CAC 40. Pour le Dow Jones, pareil, hein, on a un Dow Jones qui a énormément baissé aussi cette semaine. Et là, attention, hein, on voit apparaître une figure de retournement. On a deux pics, hein, on a deux maximums maintenant qui sont clairement identifiés avec le dernier maximum qui est en dessous du premier. Et on arrive à des niveaux, notamment les 33 000 points. Si jamais on devait casser cette zone des 32 000, 33 000 points, là on verrait apparaître un début de, on pourrait commencer à parler vraiment de tendance baissière, hein, puisque le maximum, le point haut du Dow Jones était à 37 000 points. Si on enfonce les 32 000 points, on aura quasiment une baisse de 20% sur le Dow Jones, et là on pourrait commencer à parler de marché baissier. Alors sur le Nasdaq, là la situation est encore plus inquiétante que pour le Dow Jones, puisque le Nasdaq a perdu plus de 10% sur la semaine et conclut son plus mauvais mois d'avril depuis 2008. Et là on le voit, là attention, hein, cette zone des 12 800, 13 000 points, si jamais cette zone devait être enfoncée, là on pourrait avoir une accélération baissière du Nasdaq, et là on pourrait réellement parler de bear market sur le Nasdaq. Alors sur la Chine, l'indice chinois a connu un début de semaine assez mouvementé, avec une baisse de l'indice chinois en dessous des 13 000 points, suivi d'une belle remontée tout au long de la semaine. Donc là, on voit ces graphiques, mais attention, cette baisse, je vous dis, hein, quand on regarde un indice boursier, il ne faut pas seulement regarder son indice, la valeur de l'indice en points, il faut aussi regarder d'autres éléments qui composent cet indice, notamment le forex, le change. Pourquoi les indices chinois ont rebondi à la fin de la semaine? Parce que le gouvernement chinois, à rebours notamment des Américains, a décidé de soutenir artificiellement son économie. Le gouvernement chinois a assoupli la politique monétaire pour soutenir son marché, et la conséquence de cela, c'est la chute du yuan chinois. Ça, c'est le nombre de yuan qu'il faut pour acheter $1 américain, et on voit en 10 jours le
le dollar américain est passé de 6,35 à quasiment 6,70. C'est énorme. Une 35 centimes de variation, c'est quasiment 5% de baisse du yuan chinois contre le dollar. Et là, on le voit en pas journalier. Regardez, on voit le yuan qui s'appréciait lentement contre le dollar et brutalement en l'espace de 10 jours. Regardez un petit peu en 10 jours toute la hausse du yuan chinois sur les 2 dernières années, depuis début 2021, donc sur 1 an et 3 mois, elle a été effacée par les mesures comprises les autorités chinoises pour soutenir leur marché. Donc ça, voilà, ça c'est important à regarder aussi. Il faut regarder les indices, c'est important, mais il faut aussi regarder le change. Parce que si vous investissez en Chine, que l'indice chinois monte en points, mais que la devise chinoise chute, ben vous, en tant qu'investisseur étranger, vous perdez de l'argent. Donc il faut toujours regarder la valeur des indices en points, mais il faut aussi en parallèle, surtout lorsque vous investissez à l'étranger, il faut regarder le cours de la devise du pays. Et là, on voit, oui, effectivement, les indices chinois ont très bien résisté cette semaine, mais au prix d'une dévaluation, il n'y a pas d'autre mot, d'une dévaluation du yuan chinois par rapport au dollar. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, une dévaluation d'une devise, c'est autant d'inflation importée que les habitants vont devoir subir dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc là, c'est très très bien. Les indices chinois boursiers ont augmenté, mais pour faire ça, on a dévalué le yuan chinois. Mais une dévaluation du yuan chinois, ça sera de l'inflation importée pour les Chinois. Et qui dit inflation importée pour les Chinois dit risque de baisse de la consommation des Chinois pour, bah, pour garder leur pouvoir d'achat. Donc attention pour les prochaines semaines, prochains mois, comment vont évoluer à la fois le yuan chinois par rapport au dollar, mais aussi les bourses chinoises. Alors sur l'Inde, la situation elle est beaucoup plus favorable, à contre-courant des autres marchés. La bourse indienne reste à portée de main de ses records historiques et pour cause, l'Inde continue à commercer tranquillement avec les Russes sans craindre les sanctions internationales et sans non plus adopter des mesures restrictives par rapport au Covid. Et donc du coup, conséquence de cela, on voit que les indices indiens se débrouillent très très bien. L'Afrique du Sud, à peu près pareil que pour l'Inde, qui tient bien et on voit que les indices d'Afrique du Sud sont décorrélés de ce qui se passe avec l'Ukraine. Alors pour le Brésil, c'est un peu plus inquiétant. L'indice brésilien vient de casser la zone des 110 000 points. Et là, on va avoir le test du prochain gros support, c'est les 100 000 points. Et donc il va falloir surveiller cette zone des 100 000 points, qui, si jamais, donc, qui avait été testée en début d'année 2022, et si jamais elle devait être cassée, là, là, on pourrait avoir facilement 10% ou 20% de baisse supplémentaire. Donc, prochaine zone à surveiller pour les indices actions brésiliens, la zone des 100 000 points. Alors j'en ai fini avec les actions, je vais passer maintenant aux métaux précieux. Ça a été une semaine assez difficile pour les métaux précieux, en particulier pour l'or et l'argent. L'or, vous voyez, a été en baisse depuis sur la semaine. On a eu une forte baisse de 1950 à 1900 en début de semaine. On a une tentative de reprise de l'or avant une nouvelle baisse. Et là, l'or termine sa semaine en dessous des 1900 dollars l'once. Donc là, il va falloir vraiment surveiller la zone des 1850 dollars l'once. Si jamais l'or devait casser à la baisse les 1850 dollars l'once, toute la hausse du métal jaune qui a pu avoir lieu grâce à la guerre en Ukraine sera anéantie. Alors sur l'argent, la situation elle est beaucoup plus critique. L'argent a cassé des niveaux importants. Alors il a échoué à franchir les 26 dollars l'once. Il a ensuite cassé les 25 dollars, puis les 24 et les 23 dollars l'once. Et là,
l'argent se dirige directement tout droit vers la zone des 22 dollars l'once, qui est un énorme support. 22 dollars l'once, c'est un très très gros support. Donc là, il va falloir vraiment surveiller ça de très très près, parce que voilà, ça peut être une zone d'accumulation. Si jamais vous voulez construire un portefeuille patrimonial sur le long terme, dans un contexte d'inflation, acheter de l'argent à 22 dollars l'once, ça peut être intéressant comme point d'entrée. Alors pourquoi l'argent résiste moins que l'or? Tout simplement parce que l'argent, en plus d'être une valeur refuge, c'est aussi c'est aussi une matière industrielle. Et comme le marché anticipe un ralentissement de l'économie, notamment en Chine avec les confinements, bah, on a une baisse anticipée de la croissance et donc une baisse de la valeur de l'argent, amplifiée par le fait que le dollar ne cesse de se renforcer. Alors, par contre, c'est un peu contrasté hein, sur le palladium. Le palladium, lui, résiste beaucoup mieux que l'or et l'argent. Et finalement, il termine la semaine quasiment au même niveau que là où il avait commencé. Donc, pour le palladium, c'est une semaine neutre, une bonne résilience du palladium. Pareil pour le platine a bien résisté cette semaine, hein, il a très très bien tenu. Là encore, par rapport autant l'argent s'est littéralement effondré, l'or a bien baissé. Par contre, le platine et le palladium se sont bien comportés. Alors maintenant, je continue avec les matières premières. Les matières premières, donc le pétrole, pas grand-chose à signaler, hein, il continue de consolider dans un large triangle. Et la cassure de ce triangle que je vous mets là imprimera la tendance du pétrole. Le gaz naturel, alors lui, il est reparti fortement à la hausse cette semaine, notamment suite à la décision de la Russie de couper le gaz naturel à certains pays d'Europe de l'Est, notamment de la Pologne. Alors le cuivre, lui, pour le coup, baisse. Alors ça peut paraître surprenant que le cuivre baisse à rebours du gaz naturel. Alors cette baisse n'est pas surprenante. Pourquoi? Parce que le cuivre, un peu comme l'argent, joue sur la croissance. Et on a aujourd'hui, à cause du confinement en Chine et de la guerre en Ukraine, on a des perspectives de ralentissement de la croissance qui pèsent sur le métal industriel qui est le cuivre, qui a baissé cette semaine. Alors maintenant, quand on prend un peu de hauteur, on voit que le cuivre reste sur une tendance de long terme haussière et qu'il ne fait que consolider dans un large range compris entre 4 et 5 dollars. Pour le moment, le cuivre, il est d'un point de vue tactique, d'un point de vue court terme en baisse, un peu comme l'argent, mais sur du moyen long terme, on est encore dans un large canal de consolidation. Pour le nickel, pas grand chose à noter, hein, on fait pas grand chose. On est après la forte hausse, il y a eu un crack, hein, alors c'était une hausse spéculative du nickel suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ensuite, on a eu un crack, mais le nickel revient à un niveau d'équilibre bien supérieur qu'avant la crise ukrainienne. Le blé poursuit la semaine en baisse, hein. Le blé baisse légèrement cette semaine, mais là encore, hein, quand on prend de la hauteur, on voit que le blé s'inscrit dans un large triangle de consolidation. Alors le maïs, pour le coup, alors le maïs, lui, il a effacé sa baisse de la semaine dernière et repart à la hausse en battant de nouveaux records historiques pour le maïs. Alors je termine maintenant cette vidéo par les crypto-monnaies. Alors sur les cryptos, il n'y a pas grand-chose à noter. Étonnamment, le Bitcoin et l'Ethereum font partie des actifs les moins volatiles, hein. Le Bitcoin, il a évolué dans un range inférieur à 10% sur la semaine. Rappelons que le Bitcoin, historiquement, nous a habitués à des variations de 10% en une heure. Et là, sur une semaine, on n'a même pas eu 10% de variation à la hausse comme à la baisse. Et on voit que le Bitcoin continue à évoluer dans un large range observé depuis début 2021. Sachant qu'attention, là, on est en train de tester le bas du canal. Attention, si jamais le bas du canal devait être cassé, on pourrait avoir
un gros mouvement à la baisse sur le Bitcoin. Même chose sur l'Ethereum, les 30 000, les 40 000 dollars sur le Bitcoin, l'équivalent c'est à peu près les 3 000 dollars pour l'Ethereum. Pareil, hein, l'Ethereum suit à peu près le Bitcoin avec ce canal que que je vous matérialise ici. Donc j'en ai fini un petit peu sur ce point de, euh, de marché. Alors en conclusion, cette semaine a été pénible sur les marchés, hein, on a vu, hein, il y a eu pas mal de baisses, hein, sur les obligations, sur certaines matières premières, sur les actions. Mais, là, ce qui a marqué la semaine, ça a été une semaine carrément meurtrière pour l'euro et aucun politique n'en parle. Je rappelle, une baisse de l'euro de 1%, chaque fois que l'euro perd 1 centime contre le dollar, c'est 1% d'inflation importée en plus dans les prix de production des entreprises. Et ça, malheureusement, nos dirigeants ne nous le rappellent jamais assez. Chaque fois que l'euro perd 1%, surtout à ces niveaux de 1 dollar, 1,10 $ pour 1 euro, c'est 1% d'inflation en plus. Donc voilà un petit peu. Alors maintenant, en corollaire, je vais vous parler un petit peu de mon portefeuille. Alors avant de partir en vacances, j'ai placé plusieurs ordres différés, hein, des ordres qui se déclenchent tout seuls, puisque j'ai un peu déconnecté des marchés durant ces vacances. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté des OAT françaises, des OAT, donc des obligations françaises, vendredi soir, hein, donc le vendredi 22 avril, donc juste avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, avec un ordre automatique de clôture de la position lundi. Pourquoi? Parce que j'ai parié que les taux français allaient baisser, que les obligations donc allaient monter dans la foulée de la réélection du président Emmanuel Macron, que moi je voyais que l'élection allait être très large. J'ai jamais douté que Emmanuel Macron n'allait pas battre Marine Le Pen avec au moins 15 points d'écart. C'est effectivement ce qui s'est passé. Du coup, dès l'ouverture des marchés lundi matin, les taux français ont baissé, les obligations françaises se sont envolées et j'ai tout de suite coupé. Enfin, la coupure de ma position, la clôture a été automatique, ce qui m'a permis de gagner plus de 100 dollars rapidement. Et grâce à ça, j'ai pu effectuer ce que j'appelle une vente achat d'or, ce qui a permis de faire baisser mon point mort, hein. Le point mort, c'est le niveau sur l'or à partir duquel je gagne de l'argent. Il était à 1997 dollars par once. Grâce à, en prenant mes gains sur les obligations françaises, j'ai pu prendre une partie de mes pertes cette fois-ci sur l'or et baisser mon point mort en dessous des 1900 dollars l'once. Et enfin, j'ai aussi profité, justement, j'avais parié sur le fait que Emmanuel Macron allait gagner, ce qui allait entraîner une première forte hausse du CAC 40 avant l'étiolement du CAC 40 durant la semaine. Donc j'ai fait ce que j'appelle un mouvement d'achat-vente sur le CAC 40 qui a pu faire baisser mon point mort sur le CAC de 6600 points à 6330 points. Donc ça, c'est une bonne stratégie que j'ai fait. Et du coup, c'est le tout sans baisser mon niveau de plus-value réalisée. On voit, hein, ça c'est la courbe depuis le début de l'année de mes plus-values réalisées qui continue à augmenter lentement mais sûrement. Par contre, cela, évidemment, il n'y a pas de miracle, hein, cela n'empêche pas la valeur liquidative de mon portefeuille de baisser. L'intégralité des gains que j'ai accumulés depuis le début de l'année s'est effacé en raison d'un stock de moins-value latente de près de 270 euros. C'est logique, hein, il n'y a pas de miracle, hein. Les obligations baissent à cause de la hausse des taux, les actions baissent, les matières premières, beaucoup ont baissé, l'or a baissé, l'argent a baissé, les cryptos, vous voyez, elles évoluent au niveau carrément du bas de leur canal. Donc, on a eu quand même énormément d'actifs qui ont baissé cette semaine. Il n'y a pas de miracle, hein, mon portefeuille il baisse également. Et donc du coup, j'ai la valeur liquidative de mon portefeuille s'élève maintenant à 25 042 euros. Donc je suis quasiment à l'équilibre. Je gagne encore
40 € depuis le début de l'année. Ce qui est finalement pas si mal, hein, parce que souvenez-vous, quand j'ai ouvert ce portefeuille de trading, le CAC 40 cotait 7100 points. Le CAC 40 valait plus de 7100 points. Aujourd'hui, on est à 6400. Donc le CAC 40 a perdu 10%, tout comme pas mal d'autres actifs. Et moi, bah, je peux m'estimer heureux finalement d'être quasiment à l'équilibre sur mon portefeuille. Donc un conseil très important, surtout en ces périodes volatiles de baisse des marchés, pensez à votre money management. C'est très très important de ne pas griller toutes vos cartouches. Pensez à gérer vos portefeuilles de moins-value. Moi, j'ai des moins-values latentes, 266 € de moins-value latente. Ben, je gère ça. Faut pas paniquer, faut pas tout vendre, faut pas tout clôturer par panique, parce que c'est souvent en vendant tout, en jetant le bébé avec l'eau du bain, bah, qu'on rate après les hausses. Premier risque d'erreur. Deuxième erreur, c'est de penser qu'on a atteint les points bas et de faire des leviers, de vouloir se refaire en prenant des risques inconsidérés, au risque de voir le broker clôturer les positions et d'avoir des appels de marge. Donc voilà un petit peu la photo de mon portefeuille actuel. Donc on a un portefeuille qui globalement n'a pas énormément bougé, avec quasiment les matières premières, enfin les métaux précieux et les actions qui quelque part, on est à 50-50, hein, on a vraiment les actions et les métaux précieux qui occupent une large part de mon portefeuille. Je souligne aussi que mon taux de couverture utilisé reste sous 10%. Donc c'est-à-dire en fait j'ai le droit, en fait comme j'ai mis de l'argent dans un compte de trading, j'ai droit de trader avec plus d'argent que ce que j'ai vraiment investi. Et en fait, je n'ai utilisé que 10% de la couverture totale à laquelle j'ai droit. Donc j'ai pas énormément utilisé d'argent, j'ai utilisé que 10% de ma couverture, donc je peux encore utiliser beaucoup d'argent. Et ça, c'est important parce que ça me permet de mobiliser des réserves pour investir si jamais les marchés devaient connaître des mouvements de panique à la baisse. Toujours le slogan, acheter au son du canon et vendre au son du violon. Et moi, je me réserve la possibilité d'acheter soit des indices boursiers en cas de forte chute, soit peut-être plus probablement de l'argent métal. Je suis beaucoup les cours de l'argent qui arrivent à des niveaux assez intéressants, notamment sur le long terme, pour faire de l'accumulation patrimoniale à long terme. Et je pourrais, peut-être dans les prochains jours, me positionner sur l'argent métal. Si l'argent arrivait au niveau de 22 $ l'once, je pourrais prendre des positions à ce moment-là. Voilà pour cette vidéo un peu plus longue qu'à l'accoutumée. J'avais beaucoup de choses, voyez, à vous dire, passer en revue les marchés, mais en faisant un focus sur la situation problématique de l'euro. Voilà, regardez, n'hésitez pas à suivre l'évolution du cours de l'euro-dollar, parce que nos dirigeants, évidemment, ils vont rien nous dire, c'est sûr. Avec les dirigeants que l'on a, on risque pas d'être informé des risques qui nous attendent. Mais voilà, euh, suivez ce qui se passe au niveau de l'euro-dollar, parce que au niveau de notre pouvoir d'achat dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est à mon sens l'évolution de l'euro-dollar qui va dicter l'évolution de notre pouvoir d'achat. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine. Ça sera encore les vacances scolaires pour la zone parisienne. Donc de bonnes vacances pour celles et ceux qui prévoient de prendre l'air pour cette première semaine du mois de mai. Prenez bien soin de vous et j'espère vous retrouver dans une semaine pour un prochain point de marché. Voilà, bah écoutez, bonne fin de week-end et à très bientôt. Salut tout le monde.